Alors les amis, on continue cette correction de cas pratique en droit du travail avec le cas pratique numéro 2. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous rappelle que c'est une correction de cas pratique qui va être divisée en 5 vidéos. Dans la précédente vidéo, on a fait la période d'essai et là on va s'intéresser au thème de la clause de non-concurrence. Pour ceux qui veulent voir l'énoncé, parce que je pars du principe que vous l'avez déjà lu, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description qui renvoie à l'article. Alors, cas numéro 2 qui portait sur la clause de non-concurrence. Donc on avait une salariée qui avait conclu un contrat de travail, la date c'est le 1er mars 2010, avec une société spécialisée dans la vente de produits pharmaceutiques. Elle a été engagée en tant que commerciale et elle est chargée de la prospection en Seine-et-Marne. Donc ça fonctionne souvent comme ça. Dans les entreprises pharmaceutiques, les laboratoires, vous avez des commerciaux qui sont répartis par secteur et qui vont aller voir le cas échéant les médecins ou les pharmacies pour tenter de vendre les produits du laboratoire. Donc son contrat, et ça aussi c'est fréquent dans ce type de domaine, contient une clause de non-concurrence. Alors c'est fréquent parce que en fait les commerciaux ont un secteur de prospection et dans le cadre de ce secteur, ils vont nouer des relations professionnelles, avoir un réseau de personnes qu'ils connaissent et donc la société peut souhaiter vouloir interdire par le biais d'une clause de non-concurrence à ce commercial en question d'exercer une activité similaire pour le compte d'un concurrent ou pour son propre compte. Donc, le contrat prévoit une clause de non-concurrence qui stipule qu'en cas de rupture de contrat, elle ne pourra travailler pour une entreprise concurrente ou exercer une activité similaire dans le département de Seine-et-Marne pendant une période de 2 ans. Ça, c'est important de le préciser. Si vous avez déjà en tête les conditions sur la clause de non-concurrence, vous savez que là, ici, on a une limite géographique et une limite temporelle, ce qui est plutôt bon signe pour nous. Pour l'entreprise en tout cas. Par ailleurs, la clause prévoit qu'en cas de rupture à l'initiative de l'employeur, là si vous avez du nez, vous sentez que cette phrase-là, là pour le coup ça sent mauvais pour l'employeur, pour la validité de la clause, une contrepartie financière lui sera versée pendant la période de non-concurrence égale à 50% du salaire perçu. Tout ça c'est vraiment des faits pertinents, des faits à réécrire parce que c'est directement ce qui va nous permettre de trouver une solution à ce cas pratique. Perçue par elle au cours des 3 années précédant la rupture. La salariée démissionne, elle crée son entreprise de vente de produits pharmaceutiques le 1er mai 2020. Et donc ici, l'entreprise va vouloir mettre en œuvre cette clause de non-concurrence. Et nous, on doit voir si la clause de non-concurrence est valable, d'une part, et ensuite, c'est ce qu'on avait vu dans la première vidéo, les effets de cette clause de non-concurrence si jamais elle n'est pas valable. Donc je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, en cas pratique, et c'est la même chose si un jour vous êtes juriste ou avocat, vous vous interrogez toujours non pas simplement sur est-ce que telle action est légale ou pas, est-ce qu'il y a une inégalité ou pas, mais ce qui importe surtout, c'est de savoir quelles sont les conséquences juridiques si jamais il y a une inégalité. Ce qui est important, c'est de savoir, là en l'occurrence, est-ce que le fait que cette clause de non-concurrence n'est pas valable, que va pouvoir demander le salarié? C'est ça qui est important. Et donc la première étape, c'est d'abord de voir si la clause de non-concurrence est valable. Donc sur les conditions de la clause de non-concurrence. Ça, c'est un plan que vous pouvez retenir par cœur et réutiliser dans d'autres cas pratiques. Donc, on commence par énoncer un texte de portée générale. Ce sera souvent le cas quand vous aurez des cas pratiques sur des clauses à vérifier. C'est l'article L1121-1 qui nous dit « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché. » En fait, dès que vous avez une liberté individuelle qui est en jeu, cet article sera applicable. C'est pour ça que souvent, cet article concerne la plupart des clauses du contrat de travail qui sont contestées. Vous poursuivez en expliquant que la clause de non-concurrence constitue une restriction à la liberté de travailler et à la liberté d'entreprendre de l'ancien salarié et doit donc, pour être valable, être légitime et proportionnée. Donc là, l'erreur qu'aurait pu faire un étudiant lambda, c'est de commencer tout de suite par parler de la légitimité de la clause et de la proportionnalité de la clause sans évoquer ces solutions de portée générale. Je vous rappelle, en cas pratique, on part du général pour aller au particulier. C'est pour ça que la plupart du temps, on commence par un texte, que ce soit un texte constitutionnel ou un texte légal, avant d'évoquer des jurisprudences. Donc d'abord, sur la légitimité de la clause. La Cour de cassation, là la solution en droit, vous voyez, elle est toute simple, juge régulièrement que la clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et que la légitimité ressort d'une part de l'activité de l'entreprise et d'autre part des fonctions du salarié. Alors du salarié sans S, il faudra que je le corrige.
Solution en l'espèce. Là, on va s'interroger, on va vérifier est-ce que cette clause ici est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. Et pour ça, il va falloir regarder l'activité de l'entreprise et les fonctions du salarié. Donc ici, la société elle exerce une activité de vente de produits pharmaceutiques. On vérifie. Donc là, ici, c'est bien une activité concurrentielle. Très concurrentielle comme activité, l'activité de vente de produits pharmaceutiques. Vous avez énormément de laboratoires. Par ailleurs, la salariée exerce des fonctions de commercial. Donc là, on vérifie cette fois-ci les fonctions du salarié. Avec un secteur de prospection bien défini, elle s'occupe d'une clientèle en particulier. Elle est par ailleurs en contact avec la clientèle de l'entreprise. Donc ici, on peut considérer qu'au regard non seulement de l'activité de l'entreprise, mais aussi au regard des fonctions qu'occupe la salariée, l'insertion d'une clause de non-concurrence dans le contrat de travail est légitime. Voilà pour la première partie sur la légitimité de la clause. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut s'interroger sur la proportionnalité de la clause. Énormément de conditions à respecter pour cette clause. Pourquoi ? On l'a vu au début ici, parce que ça porte atteinte à une liberté individuelle, une liberté importante qui est la liberté de travailler et la liberté d'entreprendre. Et en l'occurrence ici, liberté d'entreprendre puisque la salariée a créé sa propre entreprise. La proportionnalité de la clause implique un double contrôle. D'abord, une limite, elle doit être limitée, et ensuite une contrepartie financière. Donc, d'abord sur le champ d'application de la clause de non-concurrence, donc en fait la limite. La clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps, limite temporelle, et dans l'espace, limite géographique. Ça résulte d'arrêt de la Cour de cassation, évidemment qu'il faut évoquer dans la solution en droit. Elle doit en outre laisser la possibilité au salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience. Et la clause qui ne permet pas au salarié de retrouver un emploi conforme à son expérience professionnelle est illicite, quand bien même, elle serait limitée dans le temps et dans l'espace. Donc vous voyez que même si la clause a bien une limite temporelle, une limite dans le temps, si elle empêche le salarié de retrouver un emploi conforme à son expérience professionnelle, elle sera considérée comme étant illicite. Donc là, vous allez me dire, oui, mais comment on fait pour savoir ? Tout ça, ça se discute en jurisprudence et ça se discute dans votre cas pratique, notamment dans la solution en l'espèce. Il n'y a pas de solution certaine. C'est à vous de peser le pour et le contre et de conclure en fonction de ce que vous avez rédigé. Donc ici, la clause de non-concurrence interdit aux salariés de travailler pour une entreprise concurrente ou exercer une activité similaire dans le département de Seine-et-Marne pendant une période de 2 ans. Donc ici, le champ géographique, le département de la Seine-et-Marne, est temporel, 2 ans, et professionnel. Les activités concurrentes sont bien circonscrites. Donc là, vous voyez, je reprends une à une chacune des conditions. Très important de le faire dans la solution en l'espèce, c'est ça qui rapporte des points. Par ailleurs, la clause de non-concurrence, on vérifie ça aussi. Elle ne semble pas ici de nature à empêcher la salariée de retrouver un emploi. Donc là, vous auriez pu dire, si vous aviez eu d'autres faits, qu'elle vous semble de nature à empêcher la salariée de retrouver un emploi. Il ne semble donc pas possible de remettre en cause la clause de non-concurrence sur ce terrain. Ensuite, deuxième partie, sur la contrepartie de l'obligation de non-concurrence. Une contrepartie financière, donc ça c'est le problème de droit, égale à 50% du salaire perçu par le salarié au cours des 3 ans précédant la rupture, est due uniquement en cas de rupture à l'initiative de son employeur pour une obligation de non-concurrence couvrant l'ensemble du département de Seine-et-Marne, pour une durée de 2 ans, est-elle licite ? Un peu long comme problème de droit, j'aurais pu faire un peu plus court, mais en réalité, les problèmes de droit, c'est pas le plus important dans les cas pratiques, c'est un peu moins important qu'en commentaire d'arrêt ou en fiche d'arrêt. Donc ici, la solution en droit. La clause de non-concurrence doit comporter une contrepartie financière, ça c'est la base. Et cette contrepartie financière doit être réelle et sérieuse. On a eu des abus en fait d'employeurs qui proposaient une contrepartie financière qui était complètement dérisoire. Et donc ici on précise, et ici, et ça c'est très important puisque c'est là-dessus qu'il va y avoir un problème, la clause de non-concurrence qui exclut le versement d'une contrepartie pécuniaire en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est nulle. Ça c'est très important de le rappeler, c'est un arrêt de la Cour de cassation. On nous dit que ici, si c'est uniquement à l'initiative de l'employeur, c'est nul. Solution en l'espèce, donc en l'espèce, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur le montant de cette contrepartie, on aurait pu s'interroger là-dessus. Est-ce que cette contrepartie elle apparaît réelle et sérieuse ? On aurait pu estimer que oui, mais sans même s'interroger là-dessus, on voit ici que la clause de non-concurrence qui prévoit une contrepartie qui n'est due qu'en cas de rupture à l'initiative de l'employeur est nulle. Donc par conséquent, la salariée est fondée à solliciter la nullité de la clause de non-concurrence. Donc là, on a fait la première partie. On a conclu et on a dit ici, le salarié, en l'occurrence la salariée,
a la possibilité, selon nous, on a expliqué pourquoi, de solliciter la nullité de la clause de non-concurrence. Que ferait l'étudiant moyen? Il s'arrête là. Il s'arrête là et il n'a que la moitié des points. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Vous allez tirer les conséquences juridiques de ce que vous avez dit. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'optique de conseiller au maximum le salarié et de lui expliquer ce qu'il peut demander. Donc on s'interroge sur les effets de la nullité de la clause. Et ici, on se pose la question de savoir, la stipulation d'une clause de non-concurrence nulle entraîne-t-elle la réparation automatique du préjudice subi par le salarié? On explique dans la solution en droit. Alors, quand vous avez une évolution, ce qui est le cas ici, c'est bien de rappeler ce qui se passait avant et ce qui se passe ensuite. Donc auparavant, même lorsque la clause atteinte de nullité n'avait fait l'objet d'aucune exécution, la Cour de cassation estimait que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié en limitant tout au long de la relation de travail la possibilité de postuler dans des entreprises concurrentes. Elle est revenue sur cette position et désormais elle juge que même si la clause est déclarée nulle pour absence de contrepartie financière, le salarié ne pourra obtenir des dommages et intérêts que s'il parvient à démontrer le préjudice que lui a causé la stipulation de la clause nulle. Alors ça, c'est une tendance générale dans la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Vous aviez pendant un moment ce qu'on a appelé en fait la réparation automatique du préjudice ou le préjudice automatique. C'est-à-dire que contrairement aux autres chambres de la Cour de cassation, notamment aux chambres civiles, la Chambre sociale estimait en droit du travail, dans plusieurs domaines, que dès lors qu'il y avait violation par l'employeur d'une obligation légale, il y avait automatiquement un préjudice et donc le salarié pouvait demander des dommages et intérêts. Petit à petit, on peut constater que la Cour de cassation, la Chambre sociale est en train de revenir sur cette tendance générale et désormais demande que le salarié démontre le préjudice pour pouvoir obtenir des dommages et intérêts. Donc là, on l'explique dans la solution en l'espèce et on dit la clause de non-concurrence prévoit une contrepartie financière uniquement en cas de rupture à l'initiative de l'employeur, ce qui a pour effet de la rendre nulle au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation. On rappelle ce qu'on a dit. Toutefois, Enguerrand peut réclamer des dommages et intérêts uniquement si elle réussit à établir l'existence et l'étendue du préjudice qu'elle a subi du fait de la stipulation d'une clause illicite dans son contrat. Donc là, si vous aviez, par exemple, dans les faits du cas pratique, on vous disait qu'Enguerrand n'a pas pu commencer les démarches pour créer son entreprise, qu'elle a perdu des futurs clients potentiels, etc., vous auriez pu estimer qu'il y avait bien un préjudice et qu'elle pourrait solliciter des dommages et intérêts. C'est tout pour la correction de ce deuxième cas pratique et on se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo dans laquelle on va corriger un autre cas pratique qui porte cette fois-ci sur la rémunération et plus particulièrement sur le SMIC. A tout de suite.